Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse aux prémices de la révolte de Spartacus, qui prendra une ampleur inédite. En 73 avant Jésus-Christ, le gladiateur Spartacus rassemble autour de lui une armée d'esclaves et de gladiateurs pour tenter de se soustraire au pouvoir romain. Vous voulez en savoir plus sur la révolte de Spartacus? Venez avec moi. Ce que nous appelons habituellement la révolte de Spartacus constitue pour les Romains leur troisième et dernière guerre servile. Les deux premières se sont déroulées à la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ en Sicile, mais la troisième touche presque la totalité de la péninsule italienne. Toutes sont symptomatiques des forces et des faiblesses de la République romaine, à commencer par sa vulnérabilité aux troubles intérieurs. Ce n'est pas à l'extérieur, en effet, qu'apparaît la menace. Après la défaite d'Hannibal en 202 avant Jésus-Christ, Rome n'a plus d'adversaire à sa taille. Sans plan préconçu, les Romains parviennent à vaincre tour à tour les États et les peuples qui ont le malheur de les affronter. Chaque victoire ramène à Rome un butin énorme, des tributs nouveaux qui doivent payer les vainqueurs, et des esclaves par dizaines de milliers. Pour la plupart, ces esclaves sont utilisés sur d'immenses domaines qui produisent surtout du vin et de l'huile vendus sur toute la Méditerranée. Si tous les peuples d'Antiquité sont alors esclavagistes, Rome se distingue par son recours massif à cette pratique. Mais cela devient peu à peu une faiblesse. Le nombre de plus en plus élevé d'esclaves représente un danger lorsque les légions de Rome sont mobilisées hors d'Italie. Les conquêtes romaines génèrent aussi d'autres périls. Les fruits des victoires sont très injustement répartis entre la plèbe et l'aristocratie, ou entre les Romains et les peuples associés à Rome. Tout au long du IIe siècle, les inégalités se creusent et génèrent des frustrations. En 91, Rome doit affronter ses plus anciens alliés italiens. Ils obtiennent rapidement la citoyenneté romaine qu'ils réclament, mais quelques fractures restent vives dans le sud de l'Italie. Peu après ce premier conflit, une terrible guerre civile déchire les Romains. Cette opposition entre les populares et les optimates se termine provisoirement en 82 par la bataille de la Porte Collina, sous les murs de Rome. Grâce à cette victoire, Sylla accède à la dictature, procède à de sanglantes proscriptions et rétablit l'autorité et l'ordre dans un sénat aristocratique. Le calme qui règne alors à Rome est relatif. En 75 et 74 avant Jésus-Christ, les mauvaises récoltes entraînent une augmentation exorbitante du prix du blé et la plèbe manifeste son mécontentement jusque sur le forum. Cette situation n'empêche pas Rome de reprendre les guerres lointaines. En 73 avant Jésus-Christ, les légions expérimentées et les meilleurs généraux sont dispersés sur trois fronts différents. Le proconsul Lucius Lucinus Lucullus combat le roi du Pont Mithridate VI dans des contrées lointaines qui correspondent aujourd'hui aux confins de la Turquie et de l'Irak. Cette même année, le proconsul Caius Curion affronte les Thraces, rebelles au sud du Danube. Enfin, le meilleur général du moment, Cneus Pompeius Magnus, dit Pompée le Grand, fait la guerre en Espagne contre Sertorius, le dernier chef des populares. C'est dans ce contexte explosif qu'éclate la guerre au printemps 73 avant Jésus-Christ. Au printemps 73 avant Jésus-Christ, à la veille d'un grand combat prévu à Capoue, un gladiateur nommé Spartacus et 80 compagnons d'infortune s'évadent du Ludus, école de gladiateurs, de l'Entilus Batiatus. Thraces et Gaulois pour l'essentiel, ces hommes sont d'anciens guerriers réduits à la condition d'esclaves, qu'il serait dangereux d'utiliser comme de simples travailleurs. Aussi, la gladiature permet de les valoriser tout en les éliminant rapidement par sélection naturelle. Toutefois, comme ces captifs doivent mourir de façon spectaculaire, ils sont entraînés de façon intensive. Leurs performances peuvent les sauver car les meilleurs ont la possibilité de devenir entraîneurs. Rome y trouve son compte car dès 105 avant Jésus-Christ, ces redoutables doctores de gladiateurs forment aussi les légionnaires en combat individuel. Ce sont donc des hommes très dangereux qui se retrouvent dans la nature, ainsi qu'une femme, l'épouse de Spartacus. Ce personnage apparaît bien dans toutes les versions romanesques, mais son importance réelle n'est jamais prise en compte. Prêtresse de Dionysos, elle serait dotée de dons prophétiques, en présidant à Spartacus un pouvoir aussi grand que redoutable. Elle a sans doute contribué à légitimer l'autorité de son compagnon. Une fois hors de Capoue, la chance sourit aux évadés.
Ils croisent un chariot rempli d'équipements de gladiateurs destinés au combat prévu le lendemain. Des glaives acérés qui n'ont rien à voir avec les armes de bois utilisées à l'entraînement. Grâce à ce coup de chance, les 80 fugitifs deviennent une redoutable troupe de brigands qui se réfugient en haut du Vésuve. Depuis cette citadelle naturelle, ils pillent à loisir les riches villas des environs. Mais le Sénat ne prend immédiatement pas la mesure du problème et manque l'occasion de tuer la révolte. L'armée des esclaves est atypique par définition. À sa tête, on trouve les 80 redoutables gladiateurs de Capoue. Le reste de la troupe est constitué d'esclaves, mais aussi d'hommes libres, déclassés, qui travaillent dans les champs, sans aptitude au combat. Pris en main, entraînés et commandés par les gladiateurs, ils constituent une armée de 100 000 hommes, équipés de manière hétéroclite, avec les tenues des légionnaires vaincus, des armes prises dans les villes et les villas, le tout complété d'objets fabriqués de leurs mains. Face aux esclaves, Rome aligne des troupes inégales. Au début de la révolte, les milices des villes de Campanie ne font pas le poids face à des gladiateurs qui n'ont rien à perdre. Au bout de quelques mois, le Sénat se résout à envoyer 3000 jeunes recrues, mais en vain. L'équivalent d'une légion appuyée par des troupes alliées, soit 10 000 soldats, sont ensuite expédiés dans le sud de l'Italie, sans succès. En 72 avant Jésus-Christ, Rome aligne deux armées consulaires et une armée proconsulaire, soit au moins 60 000 hommes, qui sont vaincus. Crassus lève alors une nouvelle armée d'environ 100 000 hommes. Celle de Pompée, dont les légionnaires sont de loin les plus aguerris, arrive d'Espagne à la toute fin de la guerre, mais après la défaite de Spartacus. De ce conflit, l'histoire a retenu le seul nom du Thrace, Spartacus. Pourtant, les chefs ont été nombreux du côté des esclaves. Les auteurs anciens citent dès le début les noms de deux chefs gaulois, Onomaeus et Chrysus. Ces derniers ne sont pas les lieutenants de Spartacus, mais les chefs à part entière des Gaulois et des Germains de leur révolte. Leur maladresse les fera disparaître dès les premières années de la guerre. Mais un chef gaulois nommé Granicus fait encore bande à part en 71 avant Jésus-Christ. Côté romain, le questeur Claudius Pulcher, puis le prêteur Varinus Glaber sont vaincus dans les premiers mois du conflit. L'année suivante, les deux consuls de l'année, Gellius Publicola et Cornelius Lentulus, sont écrasés à leur tour, tout comme le proconsul de la Gaule cisalpine, Italie du Nord, Cassius Longinus. Il faut attendre l'été 72 et l'entrée en scène du prêteur Lucinus Crassus pour qu'un général romain mette fin à Spartacus en difficulté. En 73, Pompée le Grand revient d'Espagne et participe à la fin de la guerre. Ex-général de Sylla, Marcus Lucinus Crassus profite de sa victoire sur Spartacus pour partager le consulat avec Pompée, puis le triumvirat avec César. Crassus est tué par les Parthes lors de la bataille de Car en 53 avant Jésus-Christ, laissant les deux partenaires et rivaux s'entretuer. Comme on l'a vu, l'armée de Spartacus se compose d'esclaves et de gladiateurs, de nations et de langues différentes, toutes unies autour de la personnalité de Spartacus. Dans une seconde vidéo, on s'intéressera à la révolte et au combat contre les légions romaines qui déclenchera une vague de panique et de terribles défaites. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.